tous les jours qu'un parti politique représentant la minorité, représentant la classe populaire, représentant la classe moyenne, vient expliquer un projet d'envergure, un projet qui n'est pas facile, un projet qui a son mérite d'être créé par des personnages qui ont eu cet instinct. À un moment donné, en 2015, que ce soit M. Kabir, que je remercie également, que ce soit M. Ali, que ce soit d'autres personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui parmi vous, mais qui ont été à la genèse de la création de ce parti. D'autre part, je tenais à remercier l'ensemble des associations présentes aujourd'hui. Si vous êtes présents ce jour, c'est qu'il y a un malaise, c'est qu'il y a un ressenti, un rejet, une stigmatisation, une marginalisation que vous vivez dans le quotidien. C'est pour cela que nous sommes présents et qu'on essaye d'affirmer haut et fort un ras-le-bol, ce ras-le-bol qui est de toujours devoir s'expliquer, de toujours vouloir se justifier. Donc, je vous remercie. Avant tout, c'est vous qui avez le mérite aujourd'hui d'être applaudis, d'être écoutés, parce que c'est vous qui vivez au quotidien les difficultés de tous les jours. D'autre part, je veux remercier le premier président du parti Égalité et Justice, M. Hikmet Hussein Bache, qui a eu le courage en 2015, ce mécano, au fin fond de son Alsace, à Mulhouse, qui s'est dit, moi je vais être le premier président du parti, je vais y aller avec le courage, je vais donner de la motivation à tous ces jeunes, à toute cette population qui en ont marre d'être toujours et toujours montrés du doigt. Donc, je vous remercie d'ici d'Évreux d'avoir permis de constituer, de créer ce parti et de nous permettre aujourd'hui d'avancer tous les jours. Enfin, je vous remercie l'association COJEP International, M. Guzet, mon cher ami Kadir en a parlé avant, il nous a expliqué que c'est une organisation, une ONG. C'est au-delà d'une ONG. Actuellement, nous avons dans toute la France des associations traditionnelles qui soit font de la culture, ce qui est très honorable, soit font du cultuel, qui est très honorable, mais aucune association, aucune structure n'a à ce jour pris en main la question de la citoyenneté. Cette question qui est très importante, parce que nous, notre avenir, il est ici, nous, notre futur, il est ici, mais on s'est toujours cantonné à être enfermés sur nous-mêmes. Il faut que nous puissions également prendre part entière, dorénavant, dans la vie politique. Donc je remercie l'association COJEP d'avoir été l'initiateur de la fondation du PEJ. Avant de commencer plus en détail, je citerai une citation de Martin Luther King qui disait « Notre vie commence à se terminer le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui nous est important. » C'est ça notre problème, c'est que nous, on ne comprend pas que les choses, ce qui se passe depuis certaines années, une décennie, qu'il y a des choses qui sont très importantes, qui sont en train de se faire, néanmoins on ne réagit pas. Il est temps que nous puissions prendre en main notre destin. Notre destin ne se fera que par nous-mêmes, et non à travers des politiques qui font croire qu'ils font pour nous, mais qui font tout contre nous. C'est pour ça, mes chers amis, il faut que nous puissions écrire ensemble une nouvelle ère. Cette ère qui doit commencer dès 2017. Juin 2017 doit être une année charnière. Juin 2017 doit permettre à cette population issue des classes populaires et moyennes de dire une fois pour toutes, nous sommes le premier parti de France. Parce que nous sommes des abstentionnistes. Pourquoi on ne vote pas? On ne vote pas pour une seule raison, parce qu'on nous a dégoûtés. Oui, je le dis, on nous a dégoûtés de la politique. On nous a dégoûtés de la politique, on nous a empêchés de nous exprimer. Parce qu'on nous a toujours dit, la politique, c'est pas vous. Vous travaillez, vous faites en sorte de faire tourner votre famille, de ramener de l'argent dans votre famille. Mais avant tout, la politique, c'est la vie. C'est la vie du quotidien. C'est pour ça que nous devons, une fois pour toutes, être impliqués dans la politique. Pourquoi nous devons être impliqués dans la politique? Pour faire front à l'oppression politique, pour faire front aux oppressions politiques, à l'exclusion du système, à la marginalisation, à la stigmatisation, la division de la société qui ne fait que le jeu de certaines parties de la population. Cette certaine partie qui est l'élite, qui se dit l'élite, et qui de jour en jour nous divise sans que nous on s'en aperçoive. On pense que ne pas prendre part dans la politique, on pense que ne pas prendre part dans la société, ça va permettre de nous sécuriser. On se trompe. Parce que plus on sera loin de la politique, plus on évitera la politique, plus la politique va venir nous rattraper. Et le jour où cette politique viendra un jour nous limiter notre liberté, nos libertés fondamentales, c'est là qu'on voudra réagir, mais c'est trop tard, parce que tout sera déjà fait. C'est pour ça qu'il est temps, mes amis, de pouvoir s'engager. Pourquoi il faut s'engager? Parce que depuis des années, comme disait mon ami Kadir, nous parcourons la France, le constat est amer. Nous sommes devant une société qui s'est renfermée sur elle-même.
impuissante, où la peur des uns vis-à-vis des autres est monnaie courante. On ne vivait pas ça il y a une vingtaine, trentaine d'années. Actuellement, on se méfie de notre propre voisin. On va bientôt commencer à se méfier de notre propre famille, des membres de notre famille. C'est ce qui a été créé dans ce système politique d'aujourd'hui. Jamais la France n'a été à ce point affaiblie par ces divisions. Nous assistons impunément au retour des années troubles de notre histoire. Cette histoire qui a fait si mal. Certes, on n'était pas concernés parce qu'on n'était pas en France. Il y a 70 ans de ça, l'Europe a vécu une tragédie. L'Europe a vécu vraiment l'horreur. Et c'est ce qui est en train de se répéter actuellement. Mais on n'est pas conscient. On se dit que nous, ça ne touchera jamais. Parce qu'on préfère nos loisirs, on préfère vivre le jour en pensant que demain, tout ira mieux. Mais pour que demain aille mieux, c'est à nous de faire le nécessaire. C'est à nous de réagir. Si nous ne réagissons pas, personne ne va venir nous prendre la main. C'est pour ça que je lance un appel solennel au peuple de France, avant qu'il ne soit trop tard, qu'il est encore possible de changer le cours des choses et de subir et de ne pas subir les événements. Les choses ne pourront changer qu'à travers nos engagements. Il faut qu'on puisse s'engager. C'est ce que Kadir essaie de nous expliquer depuis avant. On parle du PEJ. Ce n'est pas un parti qui a été fondé parce qu'on s'est dit que sur la scène politique actuelle, il n'y avait pas de parti représentant une certaine minorité, une certaine classe populaire. Non, c'est un combat. Depuis 97-98, ça va bientôt faire 20 ans qu'il y a un combat qui est mené. C'est parce qu'il y a un mal-être que ce combat a été mené. C'est parce qu'il y a un mal profond qui a eu cette nécessité, cette volonté que le parti soit créé. Pourquoi sinon on ne ferait pas campagne dans les partis ordinaires, ces partis qui sont soi-disant si ouverts, ces partis qui respectent la diversité, ces partis qui n'aiment qu'on soit que des vitrines et des porteurs d'eau. Ceci est un constat, il faut se le dire. Certes, nos amis qui militent dans les partis ordinaires, je les respecte totalement, mais ils doivent se dire une fois pour toutes pourquoi ils sont en train de militer. C'est ce qu'avant Kadir essayait de nous dire. Notre ami Kadir essaie de nous dire, nous sommes engagés pour l'intérêt général et non pour l'intérêt individuel. Nous ne sommes pas en train de faire de la politique parce qu'on a envie d'enrichir encore plus nos égos. Nous faisons de la politique uniquement parce qu'il y a un message clair qui doit être monté sur Paris. Paris doit entendre que cette population ne peut plus admettre d'être de jour en jour mis à l'écart des choses importantes. Les choses importantes de la société, c'est notre avenir. Notre avenir, certes, on a peut-être construit cet avenir à travers notre travail, à travers nos loisirs, mais attendez, nos enfants grandissent. Quelle société on leur laisse à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants le jour où ces derniers vont nous dire « Papa, maman, pourquoi on vit moins bien qu'avant? Pourquoi tous les jours on me demande qui je suis, d'où je suis, quelle religion j'ai? Pourquoi ?» Et devoir répondre alors qu'ils sont des Français à part entière. Des Français qui n'ont pas besoin de devoir toujours et toujours s'expliquer. C'est pourquoi on est en train de se battre. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les dérives politiques qui consistent à nous diviser afin d'éviter de parler des choses essentielles. Les choses essentielles de la société actuelle, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est l'éducation, c'est le logement, c'est la pauvreté et c'est le double langage. Parce qu'à chaque fois, on nous fait toujours le même discours. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux. Moi, je suis proche de vous, je vous comprends. Mais depuis des décennies, ça dure. Cette classe populaire, cette moyenne classe qui est de jour en jour montrée du doigt et qui est de jour en jour rabaissée et qu'on veut encore faire des lois pour encore éviter ou du moins retirer certains acquis sociaux. C'est pour ça que nous devons lutter. Les politiciens qui sont depuis plusieurs décennies sur la scène politique ne peuvent pas comprendre votre quotidien. Ce n'est pas eux, leurs familles qui sont dans les quartiers populaires. Ce n'est pas eux qui ont été délocalisés de leur pays d'origine et stockés, oui je le dis stockés, dans des banlieues, pour ensuite être montrés du doigt comme faisant partie des personnes de seconde zone. C'est ce qui a été vécu dans les années 70, dans les années 60, lorsque nos parents ou nos grands-parents sont venus en France. Ils sont venus pour une seule chose, c'était parce que c'était le pays des droits de l'homme. On se disait être en France, ça nous permettre de nous émanciper. On se disait en France, on va pouvoir gagner de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont stockés dans des quartiers, dans des banlieues, pour ensuite nous dire « Mais c'est toi le mal de la société, mais c'est toi qui rend la société aussi nauséabonde. » Non, c'est vous qui nous avez stockés ici. Et c'est vous qui n'avez pas mis en place des politiques alternatives. Est-ce volontaire?
grande question. Est-ce involontaire? Le temps nous le dira. C'est à travers notre engagement qu'on pourra savoir ce qui se passe réellement. Ce ne sont pas eux, après une journée de travail, qui sont obligés d'expliquer à leurs enfants qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'identité, qu'est-ce que la citoyenneté. Parce que ces jeunes qui sont dans les écoles actuellement, c'est notre famille, c'est notre futur. Ces jeunes-là sont tous les jours, constamment, nous on a encore peut-être la possibilité, les arguments de pouvoir nous défendre, mais ils sont constamment attaqués sur des sujets qui ne connaissent rien. Ils sont français à part entière, ils sont nés ici, ils grandissent ici. Et encore une fois, nous sommes dans l'obligation de nous expliquer, ou bien de dire à nos enfants, ne vous inquiétez pas, les jours meilleurs arrivent. Oui, moi je pense que les jours meilleurs arrivent, mais c'est à travers notre engagement, votre engagement, que ceci va être possible. Les politiques ordinaires ont trahi le peuple de France. Maintenant, ils cherchent à créer la peur au sein de la société pour ne pas rendre des comptes. Nous nous sommes engagés pour redonner confiance au peuple. Nous sommes tous ensemble, la France black, blanc, beurre. Cette France multiculturelle, c'est la France qui a toujours existé, c'est la France cosmopolite, et cette France qui doit être défendue. Et non la France de je ne sais quel personnage qui nous sort que nous sommes tous des Gaulois. Non, nous ne sommes pas tous des Gaulois. Nous sommes une France multiculturelle et on défendra ce multiculturalisme coûte que coûte, sans relâche. Nous ne laisserons instrumentaliser personne de bon vivre ensemble. Nous sommes viscéralement attachés à nos valeurs, notamment à l'égalité et à la justice pour tous. Pour tous, cette égalité et justice, c'est ce qu'expliquait notre ami Kadir. Le parti Égalité et Justice, ce n'est pas un nom anodin. Égalité et justice, on demande l'égalité et la justice. C'est parce qu'on sent dans ce pays qui nous a accueillis qu'il n'y a plus d'égalité, qu'il n'y a plus de justice, où règne l'inégalité et l'injustice. Il est temps de dire aujourd'hui, il faut cesser, il faut qu'on puisse tous ensemble créer l'harmonie dans la société. Peuple de France, le PS, c'est votre parti. C'est vous qui avez permis son avènement. Oui, c'est grâce à vous. C'est pas moi, c'est pas Kadir, c'est pas Ali, c'est pas Feridoun, c'est pas Sali ou Aïnour. C'est nous ensemble qu'on l'a créé. C'est parce qu'on a senti ce mal-être qu'on s'est dit qu'il fallait créer un parti. C'est grâce à vous et c'est par votre initiative que ce parti va davantage émerger et grandir. Voilà la vérité qui dérange en fin de compte. C'est que ce parti tire sa force, c'est ce que Kadir essaie de vous expliquer. Nombre de partis, 410 partis en 2014 qui a été recensé en France. Dans ces 410 partis, nous avions des partis qui représentent la diversité, mais ils n'ont pas tenu plus de 2-3 années. Ils ont tous été, à moyen terme ou à court terme, obligés d'arrêter leur engagement politique. Mais nous, notre force, elle vient d'ailleurs, elle vient du peuple, elle vient de vous. Nous ne cherchons pas, pour répondre à la question pourquoi avoir créé ce parti, on ne cherche pas à avoir de l'intérêt personnel. On ne cherche pas à agrandir notre ego, on cherche à faire monter la voix du peuple sur Paris et pouvoir, une fois pour toutes, commencer à compenser et à pouvoir dire ce qu'on pense réellement une fois que nous puissions être entendus. Pour être entendus, c'est vous. J'aurais bien voulu que cette salle aujourd'hui, elle soit comble. C'est ce qu'on attendait, c'est pour ça qu'il y a eu tant de chaises. Mais encore une fois, je suis content de voir autant de personnes un samedi soir être présent avec nous, c'est que ce malaise existe et qu'à travers votre engagement d'aujourd'hui et de demain, on va pouvoir aller encore plus loin. Nous ne serons pas les spectateurs, mais les acteurs de notre destin. Nous apaiserons la France main dans la main avec une tolérance et une ouverture d'esprit. Nous sommes cette population. Nous sommes ces populations qui ont toujours eu cette ouverture d'esprit. Nous n'avons jamais mis à l'écart notre voisin. Nous avons toujours été plus à l'écoute, plus à l'accueil que des personnes qui jugeaient. Actuellement, nous sommes jugés. Vous êtes tous jugés par qui vous êtes, parce que vous êtes, parce que vous faites. Vous êtes jugés parce que vous portez le voile. Vous êtes jugés parce que vous avez une société qui est déficitaire. Vous êtes jugés parce que votre fils s'appelle Mohamed. Vous êtes jugés constamment. Vous êtes jugés constamment. Ou alors parce que vous habitez dans un quartier populaire et que ce quartier, c'est un quartier haut les mains, alors il faut venir de l'avion au Karcher. Mais pourquoi ce quartier est devenu un quartier haut les mains? Quelle est la raison? Moi, je me souviens, je rentrais dans un quartier. On était très bien dans ce quartier. On était heureux. On rentrait le soir, on faisait nos devoirs, centre culturel, très bien organisé. On mettait notre cartable de côté au centre culturel et on allait taper au ballon. Et le soir, on partageait tous ensemble à goûter. Et il n'y avait jamais d'incivisme. Il ne se passait rien du tout. Mais qu'est-ce qui a poussé cette jeunesse née en France, grandie en France,
à devoir un jour, ou bien, je ne sais pourquoi, à être, comme ils le disent, des voyous. Non, personne n'est des voyous. Personne ne veut devenir voyou. Tout le monde essaye de vivre bien. Tout le monde essaie de construire sa famille, son avenir. Si ces quartiers, ces banlieues sont devenus des ghettos, c'est parce qu'on a voulu qu'ils soient des ghettos. C'était plus simple de faire une politique sur une population qui n'arrivait pas à s'exprimer, qui n'avait pas de représentants, et pouvoir faire des politiques à contre-coup que de donner cette émancipation à ces quartiers. Parce qu'une fois que ces quartiers auront eu la possibilité de s'affirmer, le problème, il va être, on va demander des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment gérez-vous l'État? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi le SMIC n'augmente pas? Pourquoi l'essence augmente? Mais c'est plus facile, comme disait Kadir, de parler de la laïcité, parler des ghettos, parler d'autres choses, de problèmes qui ne sont pas les problèmes viscéraux de la société. C'est ce que nous, on décrit au PEJ. C'est pour ça qu'on pense que les choses vont changer. Ils vont changer parce qu'on est engagé. Lorsqu'on s'engage et qu'on a des convictions, on n'abandonne jamais. On n'abandonne jamais et on fera le nécessaire pour que votre voix, pour que vos idées soient entendues. Nous sommes la voix des oubliés, des rejetés, des victimes, des discours populistes. Sachez, mes amis, nous avons déjà gagné. On a déjà gagné. Pourquoi avons-nous gagné? Quand bien même le parti a été créé en 2015, on a gagné étant donné qu'on sillonne les 4 coins de la France et le constat est identique. Partout, ce malaise est là. Il manque une seule chose, c'est que les ingrédients doivent tous être rassemblés dans le même plat. Il est temps aujourd'hui qu'on se dise qu'on n'est pas à Évreux, que ce soit des personnes issues de quartiers populaires ou bien des personnes issues de l'immigration, qu'on est seul, on n'est pas seul. Nous sommes tous victimes de cette politique de marginalisation et de stigmatisation en général. Donc il faut, une fois pour toutes, qu'on se dise qu'on s'engage. Pour finir cette brève entrée, je dirais, nous sommes pour être les serviteurs et non les seigneurs. Nous sommes des serviteurs de la politique. Pour répondre à la question, pourquoi avoir créé le PEJ? Nous sommes des serviteurs de la politique. Nous sommes des serviteurs de cette population qui a besoin d'être entendue. Nous ne sommes pas les seigneurs. Oui, nous sommes les seigneurs contre ces politiques, contre ces dirigeants qui n'arrêtent pas tous les jours de vous critiquer et de dire que vous êtes des moindres que rien. Oui, nous sommes leurs seigneurs, mais nous sommes avant tout vos serviteurs. Et c'est pour cela que nous demandons qu'il faut s'engager. Le PEJ, c'est le renouveau politique dont a besoin notre pays, qui doit faire sa mutation politique. Le PEJ, c'est vous, c'est nous tous. Le PEJ, c'est l'alternative politique des années à venir. Le PEJ tient sa force du peuple, qui est le principal acteur de l'émergence de sa force. Le peuple a toujours su préserver son intégrité et continuera à le faire. Voilà pourquoi le PEJ est une nécessité, est un acteur incontournable de la scène politique. Le PEJ incarne l'alternative. Cette alternative que nous ne voyons pas actuellement sur la scène politique. À droite, nous avons des favoris, un condamné, incondamnable. À l'extrême droite, nous avons l'héritière, pour ne pas nommer Marine Le Pen. Et à gauche, nous avons, je ne veux pas dire, un président qui est le président le moins populaire de la Ve République et voire de toutes les républiques, et qui nous sort un livre, quand bien même scandaleux, et qui nous fait vraiment honte. On ne mérite pas d'avoir un président comme ça. Lorsqu'il stigmatise les footballeurs, les magistrats, le voile, mais attendez, c'est pas le rôle d'un président de donner une interview à des journalistes et de stigmatiser autant le peuple qu'il représente. C'est pas son rôle à lui. C'est pour ça que nous pouvons tous ensemble y arriver. Ça montre bien qu'il y a de l'amateurisme et que nous pouvons tous ensemble réussir cette lutte. Comme je l'ai dit au début, nous luttons contre les injustices et les inégalités. La justice est le fondement même de l'état de droit. La justice pour tous doit être l'objectif ultime d'une société moderne. Cette justice doit être omniprésente dans la politique, dans l'économie, dans la culture, dans la science, dans la vie de tous les jours. L'égalité est l'âme du parti. L'égalité doit être un idéal entre les individus. Ceci passe par la lutte contre toutes les formes de discrimination ou de rejet, mais aussi dans le respect des différences.
qui ne doit pas être un obstacle à la quiétude de la société. Concernant le programme, pour dire les grandes lignes, nous sommes pour une éducation ouverte. Nous devons renforcer les infrastructures dans les banlieues et éviter les politiques de façade. Nous devons relever le niveau scolaire afin que les classes ne soient pas surpeuplées. C'est ça également le problème dans les quartiers, dans les banlieues. Nous avons des classes à 35, des enfants qui sont déjà plus ou moins déscolarisés, qui ont du mal à écouter le professeur. Et de surcroît, nous avons des enseignants qui viennent à peine d'avoir leur diplôme et qui n'arrivent pas à se gérer soi-même. Et on demande que ces gens puissent enseigner à 35 personnes. Non, nous devons réduire ces effectifs. Il faut que nous puissions donner l'amour à ces jeunes d'étudier. Parce que toute personne a envie de réussir ses études, toute personne a envie de fonder une famille, toute personne a envie de se sentir responsable. Un jeune qui fonde sa famille, un jeune qui termine ses études, un jeune qui a un emploi, il se sent responsable. Et c'est en responsabilisant les jeunes que nous allons pouvoir sortir de ces quartiers, du moins quand je dis ces quartiers, de sortir de ce trouble, ces jeunes, parce que ces jeunes sont dans un trouble. Ils ont toujours été montrés du doigt et ils ont toujours été rejetés. Par ailleurs, nous soutenons la formation continue obligatoire. Il y a un autre moyen qui permet aux jeunes déscolarisés d'envisager une formation professionnelle. Comment se fait-il qu'un jeune, alors que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, nous défendons l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, à 16 ans, cette personne puisse sortir sans un diplôme? Comment est-ce possible et comment peut-on laisser faire ceci? Un jeune de 16 ans n'est pas mature pour pouvoir préparer sa vie. Un jeune de 16 ans n'est pas mature pour pouvoir se dire que moi je fonderai une famille. Un jeune de 16 ans, on le laisse à l'abandon. Ce jeune, oui, il risque malheureusement d'aller dans les dérives. Que ce soit les dérives du civisme, que ce soit des dérives extrêmes, et j'en passe. J'en parlerai un peu plus tard. C'est pour ça que nous avons besoin aujourd'hui de redonner cette âme de vivre, cette joie de vivre dans les quartiers. Ces quartiers populaires qui ont été toujours un endroit de bon vivre. À l'époque, encore pas plus tard qu'il y a une semaine de ça, je suis retourné dans mon quartier, je ne reconnaissais plus mon quartier. Moi qui ai grandi dans une banlieue, j'étais fier de cette banlieue, j'étais heureux d'être de cette banlieue. Et là, j'ai plus reconnu mon quartier. On a fait des tours par-ci, on a fait des tours par-là, il n'y a plus de verdure, il n'y a plus de terrain de sport, et les centres culturels sont à l'abandon. Ils sont gérés par 2-3 personnes qui n'ont aucune motivation. À l'époque, il y avait cette envie, et c'est ça qu'on a donné. Et ça passe par l'éducation. Cette éducation de cette jeunesse a besoin de se sentir, comme je l'ai dit avant, responsable. Par ailleurs, l'emploi. Le peuple de France souffre du chômage, souffre de la précarité. Une fois encore, on a pour habitude de condamner sans réserve la classe populaire, la classe moyenne, en voulant supprimer certains acquis sociaux. Mais pourquoi s'en prend-on toujours à cette classe vulnérable? Il est inadmissible de toujours vouloir juger les uns par rapport aux autres. C'est ce qui se passe dans notre société. Il y a malheureusement, méthodiquement, du jugement les uns vis-à-vis des autres. Nous, on est plutôt pour qu'il y ait une possibilité pour les moyennes et les petites sociétés de pouvoir participer directement dans les instituts, dans les contrats d'offres publiques. Ce sont des chantiers qui sont mis en place, qui sont donnés directement à travers des offres publiques à des grosses sociétés qui vont sous-traiter par la suite le marché. Les sociétés qui ont récupéré une partie de ces marchés, malheureusement, sont victimes de ces multinationales hors la loi, parce qu'ils sont en cessant climat, ils n'arrivent pas à récupérer leur argent. Donc nous on se dit que le plein emploi passe également par la revalorisation des sociétés et concernant les appels d'offres publiques à essayer davantage d'intégrer les petites et les moyennes sociétés. La question religieuse, oh combien est importante la question religieuse, oh combien la question religieuse nous permet d'avancer, que ce soit dans la vie de tous les jours, économiquement, socialement. Pour moi, la question religieuse, elle doit rester la sphère privée. Nul ne doit s'y immiscer. C'est du privé. La question religieuse n'incombe à personne. La religion est un non-débat qui ne fait que soulever la crispation pour diviser davantage. Dans les années 70, la question religieuse ne se posait pas. Subitement, depuis une décennie, après qu'il y ait eu un proviseur qui souhaitait faire de la politique,
il a médiatisé de jeunes filles avec un voile, ça a créé un émoi en disant que ces filles étaient maltraitées, que ces filles étaient rabaissées, que ces filles étaient opprimées. On a légiféré, ou on essaie de légiférer depuis ces années-là. En 2004, une loi a été votée. Nous, au PL, on ne fait pas de distinction en tant qu'une religion. On ne peut pas s'immiscer dans la vie privée des gens. Imposer une tenue vestimentaire ou bien dicter le choix de chacun ne peut se faire au nom de la laïcité. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils disent là, mais nous, si on dit qu'il faut éviter d'avoir une telle tenue vestimentaire, c'est la laïcité. On respecte la laïcité d'origine de 1905, mais la refonte qui a été faite, surtout autour de la question de la tenue vestimentaire, elle est ignoble et il faut la combattre. Concernant le voile islamique encore, on n'arrive pas à comprendre que le problème, il est tout autre. Si effectivement il y a un problème de voile, si effectivement il y avait cette oppression qui est faite par les parents, pourquoi on recense aucune plainte concernant l'obligation de devoir porter le voile? Pourquoi il n'y a aucune jeune fille, pourquoi il n'y a aucune maman, pourquoi il n'y a aucune sœur qui vont porter plainte en disant « moi, mon papa, moi, mon mari, moi, mon frère m'oblige à porter le voile ». J'en ai vu aucune plainte. Au contraire, à travers ces stigmatisations, on a déscolarisé ces jeunes filles qui avaient un avenir. Ces jeunes filles qui allaient fonder une famille, qui allaient inculquer les valeurs de la République. On les a déscolarisées. Parfois même en allant plus loin que cela. Parce que les parents, ils ont voulu que leur fille puisse étudier. Ils ont voulu que leur fille ne soit pas enfermée à la maison. Ils ont voulu enlever le voile. Et il y a eu, malheureusement, du civisme. Ils ont dû forcer leur fille à enlever le voile. Mais malgré ça, ils n'ont pas enlevé. Pourquoi on n'écoute pas ces jeunes filles? Pourquoi on ne se dit pas ces jeunes filles qui veulent se voiler, c'est vraiment une envie personnelle? Ça peut être religieux, mais ils se ferment parce qu'elles ont envie de se fermer. Ils ne se ferment pas parce que moi je demande, qu'une autre personne demande, que leur papa demande. C'est pour ça que nous devons tous ensemble dire stop à ces dérives, parce que ces dérives vont nous emporter un jour à nous obliger à mettre des jupes courtes pour les femmes, pour les hommes à ne plus avoir de barbe, à ne plus avoir une bague, à ne plus avoir des cheveux longs. Mais c'est pas à la politique de se mêler de la sphère privée. La politique, elle est là pour harmoniser le bien-vivre et pour rendre heureux les gens. Par ailleurs, on a également ce problème, le terrorisme. Le terrorisme, essayé par-ci, par-là, et comme par hasard, c'est toujours le terrorisme islamique qu'on en parle. Oui, nous condamnons tous les actes terroristes. Oui, nous condamnons fermement les actes qui ont été commis, que ce soit au Bataclan, que ce soit à Charlie Hebdo et les autres, et à Nice. Oui, nous condamnons toutes les personnes qui font de la propagande pour tuer son prochain. Nous condamnons ceci. Mais on demande une chose, c'est qu'il y ait une lutte commune contre l'ensemble du terrorisme. Il ne faut pas se dire qu'il y a des bons et des mauvais terroristes. On ne peut pas d'un côté laisser au Conseil de l'Europe ou bien sur la place publique, dans les marchés et autres, faire de la propagande, faire des manifestations et en contrepartie dire que nous on lutte contre le terrorisme. Oui, nous devons condamner le PKK, oui, nous devons condamner le Daesh, et on doit condamner toutes ces formations terroristes. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait une union nationale. Je ne peux pas dire aujourd'hui que moi, personnellement, parce que je suis proche d'un mouvement, que ce mouvement n'est pas terroriste parce que c'est dans mon intérêt. Non, le terrorisme, c'est pas ça. Le terrorisme, c'est un mal-être. C'est un malaise qui nous ronge de jour en jour et il faut qu'on puisse lutter tous ensemble contre et pour l'anéantir. Enfin, la famille. Nous, au PL, nous respectons les convictions et les tendances de chacun. Néanmoins, nous défendons le socle familial. Nous sommes contre la théorie du genre. Pour nous, la famille, c'est un homme et une femme, et non le contraire. Encore, le pape François Ier le rappelait lors d'un de ses déplacements. Il disait au sujet de la famille, je cite, « L'image de Dieu n'est pas l'homme, mais l'homme et la femme, ensemble. Ils sont une seule chair quand ils s'unissent. Voilà la vérité. Quand on détruit cela, on salit l'image de Dieu. » Ben voilà, la famille c'est ça, c'est l'homme et la femme. On ne peut pas imposer à des enfants mineurs. Avant, je vous parle du voile. On dit que les enfants mineurs qui portent le voile sont sous la pression de la famille. Et là, on veut imposer, lors des études, la théorie du genre à des enfants mineurs. Mais il y a une contradiction énorme. Et c'est à nous de dire stop à tout cela. C'est à nous de réagir. Si nous ne réagissons pas,
il y a encore beaucoup de choses qui sont inculquées ou bien éduquées à nos enfants. La famille, c'est le ciment de notre identité. Ce ciment ne peut faire l'objet de nos refonds. Et on luttera que la famille reste dans son socle originel. Qu'est-ce donc le peuple de France? Le peuple de France a toujours été cosmopolite. Le peuple de France, c'est le citoyen rural comme le citoyen citadin. En résumé, le peuple de France, c'est plus de 66 millions de concitoyens. Le peuple de France, c'est aussi la population migrante. Cette population qui a donné de son sang pour protéger notre pays. N'oublions pas la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Cette population qui est l'actrice de la reconstruction de notre pays. Oui, c'est cette population migrante qui a reconstruit la France. Alors, demandez à ces personnes, après avoir donné leur vie, leur jeunesse, leur santé, pour notre pays, de la quitter ou bien de s'assimiler, est contraire aux valeurs fondamentaux, est contraire aux libertés. Il faut lutter contre ceci. Pire, demander aux jeunes Français de confession musulmane de quitter la France. Il faut dire stop. Il faut dire stop. Ces jeunes Français qui sont nés, qui ont grandi en France, mais parce qu'ils sont de confession musulmane, on leur demande de quitter la France. Mais où doivent-ils aller? Ils sont France à part entière. Ces jeunes immigrations qui n'ont plus rien, qui n'ont plus une... Ces jeunes issus d'immigration qui n'en est plus une, sont des Français à part entière. Les politiciens ordinaires ont pour vocation de rejeter ses propres enfants. Comme le disait avant notre ami Kadir, nous sommes contre l'intégration, nous sommes contre l'assimilation. Le problème aujourd'hui, c'est que la société politique, je dis bien la société politique, les politiciens ne veulent pas adopter leurs enfants. Nous sommes des Français à part entière, nous sommes nés ici, il faut qu'il y ait une politique d'acceptation de ces jeunes. La société française n'est pas contre ça. C'est les politiques et les médias qui, de jour en jour, essayent de montrer qu'on est différent alors qu'on est né ici, on a grandi ici. C'est pour cela, mes amis, que nous devons tous ensemble être autour du PEJ, être autour de notre parti, de votre parti, y lutter. La France, c'est une communauté nationale et multiculturelle. Ce multiculturalisme doit être toujours préservé. C'est pourquoi il est admissible de demander à ces populations de s'assimiler, c'est-à-dire de changer d'empreinte génétique. On parle d'assimilation actuellement. Demander à une personne de couper le cordon ombilical, est-ce normal? Est-ce normal? On va très loin. C'est pour ça qu'il faut dire stop. Au PEJ, on ouvre les bras. Les bras sont ouverts à tout le monde. On ne fait pas de distinction. Pour conclure, nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce combat, que nous ne sommes pas seuls dans la lutte de l'injustice et des inégalités. On sait, comme le disait Kadir, on sillonne la France. Actuellement, les modestes ne le disent pas, mais on a environ 45 potentiels candidats qui ont postulé pour être les futurs candidats de PEJ. Et on fait encore le tour de la France. On va se rendre à Nice, on va se rendre à Marseille, à Montpellier, à Toulouse, à Valence, à Bordeaux, et j'en passe encore, et probablement à Caen, grâce à notre ami Moustapha. Donc, le message, il est là, il est entendu. Il faut qu'on puisse s'unir. Nous sommes des milliers, ne pensez pas que vous êtes seuls, ne pensez pas qu'on ne va pas vous entendre. Tout combat commence avec une minorité, mais émerge avec cette envie qu'on puisse s'unir. C'est pour ça que votre énergie doit être tous les jours renouvelée, partagée avec vos proches, qui nous permettra de mobiliser en masse la majorité silencieuse. C'est votre détermination à défendre les valeurs républicaines dans une France multiculturelle sans mépris, sans rejet, sans jugement, décomplexée. Oui, nous sommes décomplexés. J'ai pas honte de dire que je suis musulman. J'ai pas honte de dire que je suis d'origine turque, mais je suis français à part entière. Qui nous permettra de rassembler tous les citoyens qui font partie de la marche en avant pour la résurrection du peuple. Avant tout, c'est le peuple. C'est pas une minorité. Il l'a expliqué Kadir avant. C'est pas avec 5000 voix qu'on est représentant de la société. Mais si on représente la société, c'est parce que nous, on ne remplit pas notre devoir civique. Alors que tant de personnes sont battues, tant de personnes ont donné leur sang pour qu'on ait le droit de vote, il faut aller voter. Si vous ne engagez pas politiquement, engagez-vous pour faire voter et aller voter. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc mes chers amis, j'en terminerai en disant que quel que soit l'objectif que vous visez, n'oubliez pas de garder vos valeurs. C'est à travers nos valeurs qu'on réussira à toujours s'affirmer. Je vous remercie pour votre écoute. C'est des gens qui ont une envie de s'engager.
après avoir bien entendu pris vos questions, on va faire une petite table ronde pour discuter des gens qui éventuellement souhaiteraient être candidats pour l'initiative 2017, pour expliquer le projet qui est mis en place, la feuille de route, les formations qui vont se faire jusqu'en juin 2017. Encore une fois, merci de votre écoute. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute et j'y répondrai du mieux possible.